vous êtes sur RTL. Buonasera. Ils refont la France sur RTL. Buenos dias. Avec Amandine Bégaud. Bonsoir à tous et bienvenue dans Ils refont la France. Ravi de vous retrouver comme chaque vendredi. On débriefe l'actualité de la semaine avec les correspondants de la presse étrangère. Ils traquent nos petites manies et nous donnent leur point de vue sur les débats qui nous animent. Avec nous ce soir... Ana Navarro Pedro, imprensa portuguesa. Juan José Dorado, periodista espagnol. Louise Eklund, I'm a British journalist in France. Tore Keller, Europa-korrespondent for Information. Bonsoir à tous les quatre, merci d'être là et spéciale dédicace pour Louise qui fait sa première avec nous ce soir. Merci à vous. Au programme cette semaine, le Covid et la vaccination des enfants, le bras de fer qui oppose la France à l'Angleterre après le drame de Calais. Et puis on parlera foie gras, le foie gras banni des tables de la mairie de Strasbourg. Comme chaque semaine, l'idée qu'on pourrait leur piquer, coup de projecteur sur une initiative à l'étranger qu'on pourrait ou pas d'ailleurs dupliquer ici en France. Cette semaine, une loi pour punir les parents d'enfants turbulents. Eh oui, ça existe vraiment, j'en connais qui tremblent déjà. Voilà le programme. Ils refont la France, épisode 14, c'est parti. Jusqu'à 20h. Ils refont la France sur RTL. Et d'abord donc le Covid et ses nouvelles règles annoncées hier. La parola Le mot de la settimana. de la semaine. Pas de reconfinement ni de couvre-feu ou de nouvelles fermetures. Le mot de la semaine, c'est vaccin. Face à cette cinquième vague, le gouvernement français a en effet décidé, fait le choix d'accélérer sur le front de la vaccination. Troisième dose dès demain pour tous les plus de 18 ans et ce dès lors que la dernière injection remonte à au moins 5 mois. Pour les 5-11 ans, en revanche, la première dose attendra. Écoutez Alain Fischer, le monsieur vaccin du gouvernement, c'était tout à l'heure sur RTL. Il reste une condition qui n'est pas encore réunie avant d'y aller, c'est de s'assurer pleinement de la sécurité de ce vaccin, qu'on n'ait pas d'effets secondaires, d'effets indésirables. J'ai pas beaucoup de craintes, ça veut dire, mais on n'a pas des données suffisamment solides. Aujourd'hui, nous ne disposons que des données de l'essai clinique qui a été effectué où il y a eu 1300 enfants vaccinés. Il ne s'est rien passé chez ces 1300 enfants, mais ça ne permet pas de détecter des événements un peu plus rares. Alors, quand on entend le professeur Fischer ce soir sur RTL, on comprend bien qu'a priori, c'est oui, mais quand même, il y met des si de la prudence. La France est le seul pays qui marche sur des œufs en la matière, Anna. Non, chez nous aussi, en tout cas. Au Portugal. Oui, alors que le plan de vaccination se déroule très fortement dans les autres classes d'âge. Pour les 5-12 ans, il y a des réticences de la part de la population. Les autorités sanitaires et les autorités politiques sont très attentifs à ces réticences. Et on a décidé qu'on vaccinera que les enfants de 5 à 11 ans qui ont des comorbidités avec des doses beaucoup plus basses et que pour les autres, on va attendre de voir ce qui se passe ailleurs et être absolument sûr qu'il n'aura pas de conséquences sur ces enfants. Si les parents souhaitent vraiment les faire vacciner, ils seront évidemment autorisés à le faire, mais ils devront passer d'abord par une autorisation d'un médecin. Juan José, dans le pays voisin, en Espagne ? On est voisins, mais on ne fait pas du tout pareil. Ouais. Donc, a priori, en Espagne, on va vacciner. Ça va toucher à peu près 3,5 millions d'enfants entre 5 et 11 ans. La vaccination devrait... On attend quand même l'avis de notre conseil scientifique qu'on aura la semaine prochaine. Mais a priori, le gouvernement se prépare pour commencer à vacciner à partir de la mi-décembre, puisque c'est à ce moment-là que les vaccins vont arriver. Et ça va se passer certainement pour l'instant. Ce qui est étudié, c'est que ça se fasse dans les écoles. Les gamins seront vaccinés dans les écoles. Tort au Danemark, c'est déjà tranché, c'est oui. Oui, le gouvernement a décidé hier de vacciner les enfants entre 5 et 11 ans. Donc ça va commencer maintenant. Il n'y a pas d'obligation, c'est complètement volontaire. Et ça fait polémique ou pas ? Ça fait un peu de polémique, oui, parce que les gens se disent, alors en fait, ces enfants-là, ils ne vont pas tomber malades, donc pourquoi les vacciner ? Mais on voit aussi que les infections dans ce groupe d'âge est vraiment très, très puissante. Louise ? Moi, je suis tombée sur un sondage en Grande-Bretagne chez les parents. Je regardais un petit peu le sentiment autour de cette vaccination des 5-11 ans. Et en fait, on est très partagé. C'est 30-30-30. C'est-à-dire que 27% exactement se disent « Ok, oui, on veut faire vacciner nos enfants ». 33% se disent « On n'est pas sûr du tout ». Et 30% se disent « Non, pas du tout en ce moment ». Donc, du coup, il n'y a pas qu'en France qu'on doute. Hein. Non, on ne doute pas du tout. Enfin, on doute beaucoup en Angleterre aussi, excuse-moi. Alors, cette vaccination des enfants, elle est déjà effective aux États-Unis, en Chine, mais aussi en Israël. Bonsoir, Julien Baloul. Bonsoir. Merci beaucoup d'être en direct avec nous ce soir depuis Tel Aviv. La campagne de vaccination des petits, elle a débuté chez vous en tout début de semaine. Comment ça se passe ?
Oui, elle a débuté mardi. Le Premier ministre israélien Naftali Bennett a tout de suite montré l'exemple. Il a amené son fils, qui a 9 ans, se faire vacciner devant les caméras pour dire, regardez, on a confiance au vaccin. J'ai confiance en tant que père au vaccin. Amenez vos enfants. Alors, c'est vrai que si on compare avec les précédentes vagues de vaccination en Israël, c'est bien plus faible. Il y avait des chiffres bien plus importants. Mais là, j'ai regardé tout de même les chiffres. On est autour d'environ 10 000 de vaccins par jour, ce qui est beaucoup plus que ce qu'il y avait dans les jours d'avant. Donc, il y a quand même une petite mobilisation. Et on s'attend dans les prochains jours, notamment la semaine prochaine, à une très forte accélération. Pourquoi ? Parce qu'il y a le nouveau variant d'Afrique du Sud qui est arrivé, donc qui va inquiéter les parents. Moi, par exemple, j'ai fait le choix de vacciner ma fille qui a 5 ans et demi. Et au début, j'ai dit, je vais peut-être attendre un petit peu, c'est pas seulement pressé. Et pourquoi est-ce que j'ai fait le choix de vacciner ma fille ? C'est parce que j'ai vu la même chose que votre confrère disait tout à l'heure, l'explosion des cas chez les enfants. Et ça, on en a beaucoup souffert dans le passé. Ouais, et on a beaucoup souffert dans le passé parce que moi, ma fille, par exemple, a été dans son école un grand nombre de fois cas contact et elle a passé des semaines en quarantaine. Et on ne veut plus en avoir de revivre ça. Donc, on a préféré vacciner pour en finir avec ces cas contacts aussi. Julien, vous êtes spécialiste de la société israélienne, vous connaissez aussi très très bien la France. Vous comprenez les réticences qu'ont les Français face à tout ça ? Alors, les réticences et les inquiétudes et les questionnements, ils sont légitimes. On voit les mêmes ici. Là, je suis à un dîner de Shabbat en famille ici. Je discute avec mon beau-frère. On a tous les mêmes conversations. Les enfants, ils sont jeunes. Il n'y a peut-être pas besoin de tout ça. En revanche, ce qui est effrayant, mais vraiment effrayant, c'est les harcèlements, les campagnes d'intimidation sur les réseaux sociaux, sur Twitter, des anti-vax francophones qui sont particulièrement violents. Moi, j'ai mis une photo de ma fille au centre de vaccination mardi. J'ai reçu des centaines de tweets d'insultes, d'injures, de menaces. Et ça, c'est français ? Collabos. Alors, je ne vois pas les mêmes teneurs de débat en Israël, vraiment. Alors, je ne sais pas s'il y a d'autres pays, mais je sais qu'en Israël, le mouvement anti-vax, par exemple, n'a aucun élu au Parlement. Il n'y a pas un seul député anti-vax, ça n'existe pas. Il n'y a pas de grande manif, c'est marginal, c'est à peine couvert par les médias. Et sur Twitter, mais là, cette campagne d'insultes et d'intimidation d'anti-vax est particulièrement violente. Alors, est-ce que je comprends ? Honnêtement, on peut tous comprendre, c'est nouveau, ça fait peur, c'est un virus qui est nouveau aussi. On dit oui, le virus, regardez ce vaccin, c'est nouveau, mais le virus aussi, il est nouveau, donc c'est aussi normal. Mais c'est vrai que la teneur de débat est assez hallucinante. Et ce qui me choque plus que ça, je vais vous dire, c'est la lenteur des prises de décision. Sur la 3e dose en France, c'était extrêmement long avant que la décision soit prise. C'est-à-dire que là, la stratégie annoncée hier, vous la trouvez trop lente, pas la bonne, on attend trop ? C'est très très lent parce que la 3e dose, quand Israël s'est lancé dans la 3e dose cet été. Mais vous allez très vite. Et oui, ça a été décidé en Israël dès le mois de juillet et ça a été à 5 mois depuis le début. La France a mis des mois à prendre la décision, très longtemps à ramener ça à 5 mois au lieu de 6. Et pareil, pour la vaccination des enfants, toujours pas de décision qui a été prise. Alors que les États-Unis, le Canada et Israël ont déjà lancé, qu'il y a déjà plusieurs millions d'enfants aux États-Unis qui sont vaccinés et la France n'a même pas encore décidé. Merci beaucoup en tout cas Julien Balloul pour cet éclairage et puis on vous appellera comme ça de temps en temps pour réagir sur un certain nombre de sujets. Merci beaucoup. Retour avec vous en studio. C'est fou ce qu'il dit sur la violence des réseaux sociaux. Est-ce que les réseaux sociaux ici en France autour de ce sujet-là, et j'allais dire autour des autres, est plus violent? Moi je vois une grande différence avec le Danemark et la France, c'est que les gens qui sont anti-vax au Danemark, ils disent moi je n'ai pas envie d'être vacciné. Vous pouvez pas me forcer, me faire vacciner. Mais il n'y a pas cette réaction envers les autres gens. Disons, vous savez, vous ne devrez pas vacciner vos enfants, etc. Donc il y a cette idée en France qui est différente. Alors les anti-vax, on en parle beaucoup et après... Ils ne sont pas si nombreux que ça. On est à plus de 75% de la population en âge d'être vaccinée, finalement. Et la France s'en sort plutôt très très bien par rapport à plein d'autres pays. Anna? Oui, tout à fait. Et, par exemple, chez nous, il y a des anti-vax aussi, tout petits, parce que voilà, la population adulte est vaccinée à 94%. Mais ils ont tout le droit de s'exprimer, mais c'est pareil. Il n'y a pas une... oui, ils ont une fois manifesté vis-à-vis du militaire qui dirigeait toute la campagne de vaccination, etc., qu'il avait organisée. Mais bon, c'est normal dans une démocratie de s'exprimer, mais il n'y a pas de campagne de haine vis-à-vis des autres qui se vaccinent, ni dans les deux sens d'ailleurs. Voilà, on s'exprime, c'est bon. Pas d'antivax non plus en Espagne, c'est très minime. Donc, les réseaux sociaux se font pas du tout écho de leur campagne parce que tout simplement, ça n'existe pratiquement pas. Et c'est vrai qu'en Espagne, les secteurs socioprofessionnels qui ici font parler d'eux, les sanitaires, parfois la police, en Espagne, ont été vaccinés les premiers. Les policiers, les personnels sanitaires, les pompiers, ce sont les premiers à être vaccinés avant les personnes âgées.
Justement parce que eux travaillent avec la population et donc il fallait. Donc la réalité, c'est qu'il n'y a pas d'anti-vax et donc pas des campagnes vraiment virulentes comme en France dans les réseaux sociaux. Allez, 19h29, on va marquer une toute petite pause dans un instant. Le ton qui monte entre Paris et Londres après le drame de Calais. Va-t-on se fâcher définitivement avec les Britanniques? C'est une des questions qu'on vous posera, Louise. À tout de suite. Loro rifanno la Francia. Ils refont la France. Con Amandine Bégaud. Jusqu'à 20h. Ils refont la France sur RTL. Amandine Bégaud. Deuxième partie d'Ils refont la France. Et avec nous ce soir toujours Ana Navarro, Pedro, Louise Eklund, Thor Keller et Juan José Dorado. La cifra de la semana. Le chiffre de la semaine. Et notre chiffre cette semaine, c'est 27. 27, comme le nombre de personnes mortes noyées cette semaine au large de Calais alors qu'elles tentaient de rejoindre la Grande-Bretagne. Drame épouvantable, bien sûr. Hier, Emmanuel Macron et Boris Johnson s'étaient mis d'accord sur le principe d'une réunion entre les ministres de l'Intérieur de nos deux pays. Cette réunion, elle n'aura finalement pas lieu, en tout cas pas tout de suite. Emmanuel Macron n'a pas du tout apprécié la lettre du Premier ministre britannique postée hier sur les réseaux sociaux et appelant la France à reprendre les migrants qui arrivent en Grande-Bretagne. Écoutez. Je suis surpris des méthodes quand elles ne sont pas sérieuses. On ne communique pas d'un dirigeant à l'autre sur ces questions-là par tweet et par lettres qu'on rend publiques. Nous ne sommes pas des lanceurs d'alerte. Allons. Donc les ministres vont travailler sérieusement pour régler une question sérieuse avec des gens sérieux. C'est pour cela que dès dimanche, le ministre Darmanin réunira ses homologues de l'Union européenne et la Commission. Et ensuite, nous verrons avec les Britanniques comment agir efficacement s'ils décident d'être sérieux. Louise Eklund, il a raison, le président français. Les Britanniques, là, ne sont pas sérieux. Je pense il a complètement raison, oui. Je pense que cette lettre a été une provocation. Il joue entre partenariat et provocation à chaque fois. En ce moment, Boris Johnson, depuis le Brexit, on est dans une situation fragile. C'est pas très bien d'être britannique en France aujourd'hui. Oui, je me sens un peu visée parfois avec les discussions avec tout le monde. Mais disons que, je pense que le président, c'est clair, on lave pas son linge sale en public. En fait, je sais pas si c'est le bon terme, mais en tout cas, c'est ce que un Premier ministre ne devrait pas faire ça. Non, c'est pas des bonnes pratiques pour moi. La France, elle a été, vous dites, il fait pas bon être britannique en ce moment en France. La France, j'imagine en ce moment être français en Grande-Bretagne, ça doit pas être évident non plus. Non plus. Quand on regardait les titres cette semaine de la presse britannique, après justement ce naufrage qui est terrible et on a tous été bouleversés, bien sûr, par ce qui s'est passé. On dit honte à la France. Disons qu'il y a cette image qui circule où on voit des policiers sur la plage qui restent immobilisés pendant que tout un bateau de migrants part pour cette traversée terrible. Alors c'est peut-être pas le bateau avec les 27 personnes en question, mais en tout cas, ce qu'il faut savoir, c'est que ces personnes, ils veulent pas rester en France. Ils veulent pas rester en France, ils parlent pas spécialement français, ils se sentent, enfin ils ont peut-être de la famille. C'est la Grande-Bretagne, oui. Ils cherchent à aller en Grande-Bretagne, ils ont un rêve et deux policiers vont pas arrêter 27 personnes qui ont envie de monter dans un bateau et traverser la Manche. Donc honte à la France, non. Enfin, disons qu'il y a eu un accord l'été dernier entre la France et la Grande-Bretagne. La Grande-Bretagne finance donc les patrouilles sur le littoral. Mais n'a pas versé tout l'argent, visiblement. Visiblement, il y a un problème d'acompte pour le moment, mais disons que oui, il y a de l'argent la France, la frontière est ici pour le moment. C'est les Britanniques qui payent la France pour la sécurité. Je pense que les Espagnols vont demander aux Marocains de passer la frontière espagnole du côté du Maroc. On va faire comme les Anglais. Mais ce qui se passe entre la France et l'Angleterre est quand même honteux et c'est humiliant. Mais je ne suis pas du tout étonné. Rappelez-vous, il y a quelques semaines, c'était à Rome, la rencontre entre les deux. Entre Boris Johnson et Macron. Macron sort et dit ça y est, on va trouver une solution. Johnson sort et il dit tout le contraire. Donc ça m'étonne pas du tout. Donc maintenant, il va falloir trouver une solution. C'est vrai qu'on ne peut pas éviter l'arrivée des migrants. Par contre, comme disait ce matin un éditorialiste du Figaro, des responsabilités existent des deux côtés et personne ne veut les assumer. Parce que ici, tout n'est pas blanc, tout n'est pas noir. C'est pas la faute aux Anglais ni aux Français. Je crois que tous les deux ont une certaine responsabilité, une réelle responsabilité. Mais l'Europe n'a pas une responsabilité. Finalement, la solution, elle n'est pas européenne, Thor. Je peux dire pour nous, les Danois, oui, on a regardé les images, etc., mais on a l'impression que c'est quelque chose qui se passe très loin de chez nous. Donc, je pense que la gravité de la situation n'est pas arrivée chez nous. Anna
Oui, c'est une bonne occasion pour que l'Europe essaye de développer des mécanismes de réaction, au moins à défaut d'une vision sur les questions de migration. Mais quand même, c'est un accord très très étrange, celui-là, les accords du Touquet, et puis retouché au fil des années. Il faut les revoir, ces accords. Voilà. Beaucoup le demandent. Ils sont pas Qu'est-ce européens. qu'un pays a payé? Des pays... Qu'est-ce que l'Angleterre a payé à la France pour s'occuper d'un problème qui est propre à l'Angleterre? Je ne comprends pas. Oui, évidemment, à l'époque, quand ça a été fait, c'est pour qu'on échange face à un porte-avions ensemble. Non, mais franchement, il ne faut plus jamais tomber dans un panneau pareil. Là, je pense que la diplomatie britannique, qui est très pragmatique et, comme diraient les Français, assez perfide parfois, elle a vraiment eu le dessus sur la diplomatie française et sur l'Élysée à l'époque. Anna, vous me parliez en préparant l'émission d'un petit message, quelque chose qui vous a frappé. Au-delà de toute cette affaire politique et humaine, il y a quelque chose qui, sur le plan humain aussi, m'a touché énormément. C'est à nouveau la Société nationale des sauveteurs en mer. La SNSM. Qui est allée chercher les corps des migrants. Et ça, c'est quelque chose qui me touche profondément dans ce pays. Moi, je pensais jusqu'à l'accident des Sables d'Olonne il y a quelques années, où certains 3 ou 4 sauveteurs sont morts en ayant sauvé un pêcheur. Je pensais que c'était un organisme un peu sous la tutelle d'État, comme chez nous, comme dans beaucoup de notre pays. C'est une association bénévole. C'est des gens qui sortent leur lit à tout moment de la nuit, qui sortent leur boulot à tout moment de la journée pour aller sauver, dans la vieille tradition, le vieux code de sauvetage en mer, pour aller sauver des gens qui sont en danger en mer, indépendamment de amis ou ennemis, couleur de peau, religion, quoi que ce soit. Et moi, je dis qu'un pays qui a des gens comme ça, qui a une organisation comme ça, est un beau pays. Et je tenais à le dire. Et l'autre chose, ils n'ont pas de financement d'État, ou très peu. Non, ils vivent sur l'essentiel sont des dons. Alors c'est Noël, allons-y. Allez, on va clore cette page-là sur cette note positive dans un instant. Tout autre chose, on va parler foie gras. Le foie gras banni, figurez-vous, de la mairie de Strasbourg. À tout de suite. RTL. Remaking France. Mit Amandine Bégaud. Buonasera. Ils refont la France sur RTL. Buenos dias. Namaste. Avec Amandine Bégaud. Troisième partie d'Ils refont la France. Et avec nous ce soir, toujours Anna Navarro, Pedro, Louise Eklund, Torkeller et Juan José Dorado. On passe à table donc. Die Polemik der Woche. La polémique de la semaine. Et la polémique de la semaine nous emmène à Strasbourg, où la maire écologiste a donc décidé de ne plus proposer de foie gras pour les réceptions officielles. Question de principe, dit-elle, d'adéquation avec sa politique sur le bien-être animal. Les professionnels, eux, crient au scandale. Après avoir mis fin au sapin de Noël dans des communes, des repas sans viande, maintenant on veut enlever le foie gras. Donc bientôt on va faire des marchés de Noël sans Noël et sans Père Noël. C'est une véritable offense de prendre une telle décision au pays du foie gras. L'Alsace étant un des territoires du foie gras. Juan José, vous dites quoi? Je dirais bravo pour la maire de Strasbourg. Pourquoi? Tout simplement parce que nous, on est le 2e consommateur au monde et le 4e producteur mondial, donc on va gagner des parts de marché grâce à vous, les Français. Mais c'est quand même incroyable que dans le pays qui produit 75% de la production mondiale, et qui est le premier consommateur, donc vous ayez 93% des Français consomment du foie gras. Mais que vous ayez un maire qui interdit le foie gras. Mais c'est n'importe quoi. Non, mais elle est en adéquation avec sa pensée. C'est une mère écologiste, comme beaucoup de maires. Avec sa ville, pas avec les 2020, citoyens. Qui intervient. Tu vois pas un maire écologiste conduire un Hummer et puis manger du foie gras. Enfin, c'est pas dans sa ligne conductrice. Nous, en Angleterre, on a une nouvelle tendance, faut savoir. C'est quoi? C'est le faux gras, pardon. C'est-à-dire le faux gras. Oui, c'est le faux gras. En fait, il y a un vous n'avez plus le droit de produire du foie gras? Non, depuis 2006, on importe du foie gras, toujours. Mais il y a un chef français qui a un resto étoilé qui s'appelle Alexis Gauthier, qui a lancé le faux gras. Et dans ce faux gras, s'il y a des champignons, du thym, enfin plein de choses, c'est des mêmes textures que le foie gras, mais on l'appelle du faux gras. Enfin, c'est un alternative vegan. Et je trouve ça pas mal. C'est intéressant. Et c'est bon, vous avez goûté ou pas? J'ai pas goûté encore, mais on va faire un appel à Alexis Gauthier pour qu'il nous envoie, pour qu'on en goûte. Anna, ça vous a fait sourire cette histoire? Oui, ça m'a fait sourire, puis ça m'a rappelé des choses. Ça fait longtemps maintenant qu'il y a des mouvements dans le monde contre le gavage des oies en France et contre le foie gras. Et je me souviens même il y a quelques années, je passais quelques jours chez des amis en Suède.
Je viens de France, j'amène les bras pleins de victuailles, dont un bloc de foie gras. Et c'était très bien accueilli par les amis, sauf qu'il y a une réception. Et cette réception, il y avait même des ministres écolos, etc., anciens ministres écologistes suédois, etc., et des gens très conscients, et ils me disaient tout le temps, le foie gras, on va le planquer au fond du frigo, on va le mettre dans une boîte, dans une autre boîte, avec du film alimentaire autour, parce que il faut que personne ne sache qu'on a du foie gras à la maison. Au Danemark, vous aimez le tort, vous me disiez, j'aime pas trop le foie gras, moi. Foie gras, vous qui aimez tant la France. Oui, mais c'est un peu trop gras pour moi. Franchement, et moi je dis ça, je dis pas ça pour beaucoup de choses. Moi j'aime la cuisine française et tout ça, mais le foie gras, non, c'est trop quand même. Mais je pense qu'il faut pas l'interdire. Il faut laisser les gens prendre leur propre choix. On est des adultes quand même. Autre polémique sur laquelle vous vouliez réagir cette semaine, elle concerne le foot. Et c'est cet incident à répétition. La Ligue 1 est-elle devenue la Ligue du chaos, comme l'ont écrit certains journaux espagnols? Eh oui, Juan Rosé, cette semaine, Ligue du chaos. Oui, parce que en fait, quand vous regardez la Ligue 1 et vous regardez les restes des compétitions européennes, ce qui se passe en France, ça se passe nulle part. Ni en Espagne, ni en Italie, ni en Angleterre, qui sont par contre des pays où on aurait dû... Oui, c'est passé des choses par le passé. Oui, mais voilà, par le passé. Mais ce qui se passe en France aujourd'hui, avec des agressions, des supporters qui rentrent sur le terrain, des jets, des bouteilles qui touchent des joueurs, c'est très spécifique aux Français. Les causes, on va les étudier, mais il y en a quand même quelques-unes. Oui, on se croit en Angleterre dans les années 80. C'est une culture du hooligan qui ne devrait pas exister en France. Moi, je ne comprends pas du tout comment ça s'est permis, pourquoi il n'y a pas plus de sécurité et pourquoi il n'y a pas des restrictions et la police qui font quelque chose sur ça, parce que c'est pas du tout acceptable ces images qu'on a vues. C'est compliqué l'histoire, parce qu'en Grande-Bretagne, justement dans les années 80, on est passé par plusieurs drames, c'est-à-dire Hillsborough par exemple. Ça me touche pas personnellement parce que c'était un match entre Nottingham Forest et Liverpool. Je viens de Liverpool, mon grand-père il avait son pass pour aller à tous les matchs, il n'était pas à celui-là, donc c'était un énorme drame. Et puis 96 personnes sont mortes, écrasées contre une barrière parce qu'il y avait un mouvement de foule. D'accord, donc à ce moment-là, l'Angleterre réagit. Donc, c'est-à-dire qu'on a un peu d'avance par rapport à la France. Mais là, vous croyez vraiment qu'on est dans ce même genre de phénomène? Ah oui, complètement. C'est un problème de stade ou c'est pas un problème? Non, je pense que c'est un problème sociétal de fond. On a un problème et je pense que c'est lié aussi à cette frustration Covid, enfermé chez nous, besoin de sortir, besoin de crier notre joie ou crier notre haine. Et dans un stade, on se dit, ah bah super, on va crier et on va jeter des bouteilles, c'est fun. Bah non, en fait, ça se passe pas du tout comme ça. Non, pas du tout. Anna, vous me disiez, la France est un pays à cran. Oui, je trouve que c'est une société à cran plus que les autres, pour des raisons diverses, et que le confinement a été particulièrement mal vécu ici. Et il y avait quelque chose d'assez coercitif, peut-être, à un moment donné, ressenti par les Français comme étant assez coercitif. Et donc, peut-être, les sociologues s'interrogent, est-ce qu'il y a une relation cause-effet? On ne sait pas encore. Ils disent qu'il faut un peu plus de recul. La semaine dernière, on disait que les Français étaient heureux, par exemple. Bah oui, dans c'est cette justement... même émission. Il y a un vrai décalage, quand même. Mais les Français, on ne peut pas généraliser. Et les violences dans les stades, c'est pas tous les Français non plus. Non, mais quand vous dites la société est à cran, au-delà des stades... Non, il y a quelque chose, il y a un énervement dans cette société qui est évident dans les petites disputes qui peuvent éclore très rapidement pour un petit problème de... Il y a un travail qui a été fait. Et vous l'avez indiqué, en Angleterre ça a été fait en Espagne, mais ça a été fait un peu moins en Italie. On a du temps. Mais aujourd'hui, vous allez dans un terrain de foot espagnol et vous voyez des familles avec des enfants, des petits-enfants qui sont là. On va en famille voir un match de foot. Aujourd'hui, vous allez au Parc des Princes ou vous allez à Lyon ou à Marseille et ça ne peut pas se faire. Comment expliquer ce qui s'est passé entre Marseille et Lyon dans un terrain où tous les supporters étaient lyonnais? Il n'y avait pas de Marseillais. Louise, il y a plusieurs choses. Il y a des matchs beaucoup plus tôt en Grande-Bretagne, c'est-à-dire que dans l'après-midi, on vient avec nos familles. En France, en général, traditionnellement, on y va le soir. Donc, ça crée... on y va, on boit un coup, tu vois, on est un petit peu énervé. Quelque chose d'important à savoir, c'est que les Anglais ont combattu le problème avec plusieurs choses qu'ils ont mis en place, c'est-à-dire qu'ils ont changé les infrastructures des stades avec des places assises. Avant, on pouvait que se mettre debout. Donc là, parce que debout, tu es dans une posture qui est complètement différente. Donc ça, c'est la première chose. On a ciblé
les gens. Et on a interdit au stade les plus violents, les personnes à vie. Donc c'est quelque chose que pour le moment, on tourne un peu autour de ça. Et puis on n'a pas vraiment mis ça en place en France encore. On se dit, on va sanctionner le club, etc. Il y a eu une série d'incidents, 7, je crois. 8, je crois. Depuis le début de la saison. Le 8e. Il y a eu une réunion la semaine dernière, en début de semaine, là, lundi, au ministère de l'Intérieur. Et à la sortie, ils se sont dit, il va falloir faire quelque chose. On se donne 15 jours encore. Ça vous fait rire, Juan? Ça me fait rire parce que en Espagne, dans les années 90, pour lutter contre le fléau de la violence, le ministère de l'Intérieur et la Fédération espagnole a créé un comité anti-violence. Et donc, depuis les années 90, il y a beaucoup de choses qui ont été faites. Et c'est vrai que maintenant, on est assis. D'ailleurs, on a retiré les barrières. Les grillages qui étaient autour des stades, on les a retirés. Comment ça se fait qu'il y a des filets en France et des barrières en France et pas dans les autres pays? Et pas dans les autres pays. C'est parce que sûrement, on a sanctionné très fortement, non? On a sanctionné très fortement, et donc il y a l'éloignement des stades, il y a des clubs de supporters qui ont été bannis des stades. Je sais que le PSG à un moment donné l'a fait avec l'arrivée des Qataris pour le Coq Boulogne, mais en Espagne, en Italie, en Angleterre, ça a été fait de façon systématique. Et donc ce travail qui a été fait il y a une quinzaine d'années, la France devrait commencer à le faire sérieusement aujourd'hui. 19h50, dernière petite pause d'Ils refont la France. L'idée qu'il faudrait leur piquer, c'est dans un instant, et vous allez voir avec un nouveau sport. Loro rifanno la Francia. Ils refont la France con Amandine Bégaud. Amandine Bégaud, good evening. Ils refont la France sur RTL. Suite d'Ils refont la France, et Arthur Asquin nous a rejoint. Bonsoir Arthur. Bonsoir Amandine. La idea qu'on pourrait leur piquer. que podríamos copiarles. Chaque semaine, Arthur, vous nous présentez 2 idées, 2 initiatives trouvées à l'étranger et qu'on pourrait, ou pas d'ailleurs, je rappelle, décliner ici en France. On commence avec un drôle de sport aux États-Unis. Oui, c'est désormais un sport reconnu comme professionnel là-bas. Vous connaissez ? Vous reconnaissez pas? C'est de la baston. Vous aurez du mal. Alors oui, pas loin, Louise. Pas loin, Louise. C'est la bataille de Polochon. Et oui, génial. J'adore. Et c'est encadré par la Pillow Fighting Championship. C'est une ligue avec des compétitions qui se déroulent en Floride, à Delray Beach. C'est comme la boxe. Il y a des juges, un ring, un arbitre et 2 adversaires, mais qui se battent à coups d'oreiller. Alors c'est des oreillers un peu spéciaux, ils sont en nylon, indéchirables, ils pèsent 1 kg et sont équipés de sangles pour une meilleure prise en main. Il faut voir les images, c'est très très sportif. Et Steve Williams, son inventeur, voulait créer un sport de combat sans blessure ni flot de sang qui puisse plaire à un public familial. Et pour faire connaître sa discipline à l'étranger, un méga tournoi sur 3 jours sera diffusé partout dans le monde en streaming sur Internet en janvier prochain. Vous nous donnerez la date. Autre idée en Chine cette fois. Savez-vous, les petits Chinois se comportent mal. Ils manquent d'éducation selon un porte-parole du Parlement. Et le Parlement planche donc sur une loi destinée à sanctionner les parents de ces vilains garnements en cas de comportement grave. Les tuteurs légaux pourront être contraints de suivre des programmes d'orientation en matière d'éducation. Le texte de loi exhorte aussi les parents à prévoir du temps de repos, de jeu et d'exercice pour leurs enfants. Punit les parents des enfants passage. Exactement, on punit les moi, parents. Moi, je serais très souvent punie. Vous choisissez quoi comme idée, Louise? La bataille de Polochon. Moi, déjà, chez moi, pendant le confinement, mettez de la musique de Gladiator, on courait autour de l'appartement avec des oreillers et on faisait une espèce de bataille. Et moi, j'étais la demoiselle qui faisait aidez-moi. Et mon fils, il frappait mon mec avec le Polochon. Ouais. Donc, moi, j'adore ça. Bon, Thor? Moi, je suis pour qu'on donne ça aux supporters de foot. Comme ça, il peut régler les problèmes comme ça. Anna? Approuvé, bataille de Polochon, évidemment. À l'unanimité, Juan Rosé? Sans aucun doute, les Polochons. Ouais. Déjà en France, pour les enfants passage, on va enlever les prestations sociales aux parents. C'est pas fait. C'est pas fait. Mais tu vois, il y a des idées comme ça dans l'air. Non, il ne faut pas prendre cette idée des Chinois, non. Bon, donc championnat du monde, vous nous avez dit, streaming sur Internet en janvier prochain. Il n'y a pas encore la date, je vous la donnerai dès qu'elle sera connue. Et on peut participer. Alors, mais vous pouvez, il faut s'inscrire sur la ligue, il faut aller aux États-Unis. Pour l'instant, c'est un peu encore compliqué. Voilà. Ça fait beaucoup de contraintes. Surtout, c'est des combattants professionnels de MMA ou alors des judokas qui participent. Ah oui. Ouais, quand même. Oui, mais ils se battent avec des oreillers. Pas, alors. Juste avec des. Thor, vous êtes venu avec des petits gâteaux? Oui, des petits gâteaux danois parce qu'on a un marché de Noël danois dans l'église de Danemark.
À Paris, ce week-end là. Qui est où, et ils sont délicieux. C'est juste à côté de l'Arc de Triomphe. D'accord. Je trouve qu'ils tournent pas assez d'ailleurs. Non, si mais c'est parce que moi ça fait 1 an que j'ai pas goûté, donc c'est pour ça. Ce sont des biscuits mais là, de Noël. je vais passer. Oui, c'est les Kleiner. Des biscuits de Noël. C'est la cannelle, non? Il n'y a pas de cannelle dedans, mais en fait là je veux le passer parce que comme ça tout le monde peut goûter. Mais alors pour les auditeurs qui nous écoutent, parce que là c'est quand même c'est pas très très pratique. Donc ça c'est une tradition typiquement danoise. Oui. Beaucoup de beurre dans les gâteaux et quand je goûte ça, je pense à Noël directement. Je pense à ma grand-mère, je pense à gâteaux, cadeaux et tout ça. Une Madeleine de Proust qui pourrait être notre foie gras que vous aimez. Voilà. Très très belle soirée à tous. Merci pour les gâteaux Thor. Merci à tous les 4. Merci aussi à vous Arthur. Ils refont la France. Revient bien sûr la semaine prochaine, même heure, 19h15 vendredi. Dans un instant sur RTL, c'est RTL Foot juste avant l'essentiel de l'actualité. Belle soirée. Jusqu'à 20h. Ils refont la France.